Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un jeu de casse-briques en 2D via l'élément Canva. C'est parti. Alors, suivant. D'abord, pour créer un jeu JavaScript via l'élément Canva, il faut d'abord créer la page HTML. La page HTML va être extrêmement simple. Ceci, c'est le code pour la page HTML. On va ajouter l'élément Canva qui va nous permettre de créer notre jeu en HTML5 et le script qui va être le corps du code pour notre jeu. Ensuite, on va créer deux variables. Une première variable va servir à sélectionner le canevas et la deuxième variable, c'est du langage spécifique au canevas. Ça veut dire qu'on va spécifier comment va être notre jeu. Ici, comme on fait un jeu 2D, on va spécifier qu'on travaille en 2D. Voilà. On va déjà faire ça et on verra pour la suite. Et donc voici l'aperçu de notre page web. Comme vous pouvez le voir, on voit un rectangle. Ça va être la zone de jeu pour notre casse-brique. Nous allons maintenant afficher des formes dans notre canevas. C'est parti. Pour dessiner une forme en JavaScript, il faut utiliser les méthodes BeginPath et ClosePath. Parce qu'en fait, ce qu'on va dessiner, c'est un chemin. Nous, on veut dessiner une forme, mais JavaScript considère ça comme un chemin. Donc, il faut commencer le chemin et terminer le chemin. Ensuite, on donne les dimensions de la forme qu'on veut mettre ainsi que le type. Par exemple, ici, on veut dessiner un rectangle. Donc, on utilise la méthode rectangle. On spécifie le commencement x et y et la fin x et y. Ensuite, on peut définir avec fill style la couleur de remplissage de votre forme. Et ensuite, on demande de remplir la forme. On va déjà essayer ça pour voir ce que ça donne. Voici un petit aperçu de notre code JavaScript. Donc, on a bien sélectionné le canevas avec getElementById et on a spécifié que notre jeu allait être en 2D. Et ensuite, on a mis le code pour pouvoir dessiner un rectangle. On va voir ce que ça donne. Et donc, voici le résultat de notre code. On a un carré rouge qui commence bien en 50-70 et qui se termine en je ne sais plus combien. On a spécifié la couleur avec fill style et on a demandé à JavaScript de le remplir. C'est pour ça que c'est
un carré rouge, mais qui est plein. On aurait très bien pu faire un carré rouge, mais sans le remplir. Voilà, on va continuer notre tutoriel. C'est parti. Donc, nous sommes de retour sur notre tutoriel. Ici, on nous explique comment faire un rond. Un rond, c'est la fonction arc. Ça, c'est pour x et y du centre. Ça, c'est où ça se termine. C'est le rayon de l'arc, l'angle de départ et l'angle de fin. De 0 à math pi fois 2, c'est-à-dire tout le cercle, et la direction du dessin pour le sens horaire ou anti-horaire. On peut spécifier bien sûr le fill style, ça veut dire la couleur. Voilà. Et si on écrit ce code-ci, on aura un rond vert, tout simplement. Et ici, on nous explique comment faire c'est un rectangle vide parce qu'on n'a pas spécifié qu'on devait le remplir. Et ça, c'est avec la fonction stroke style. Et stroke, ça permet de faire un rectangle sans le remplir. Et donc voilà, ici on a un récapitulatif du code qu'on doit normalement avoir. Je vous invite à essayer le code présenté chez vous et nous, on va continuer notre jeu. Suivant, comment déplacer une balle? On va commencer par ça. Rappelez-vous, d'abord, il faut la faire, la balle, avec being path and path. Et on va faire une boucle pour que la balle puisse se déplacer. Ça, on va utiliser la fonction draw qui va contenir le code pour faire bouger la balle. Et on va appeler cette fonction draw toutes les 10 millisecondes, sans arrêt. Bon, on va construire la balle et puis on s'occupera de la déplacer. C'est parti. Et donc voici un petit aperçu du code. Donc ici, c'est pour créer la balle. On a oublié de mettre la function draw. Voilà. Et cette function draw, on va l'appeler avec cet intervalle toutes les 10 millisecondes. Donc, il faut d'abord mettre la fonction, c'est draw, et puis on met toutes les 10 millisecondes. Le temps, c'est en millisecondes. Voilà, on a notre code au complet, et maintenant, on va voir comment est notre page web. C'est parti. Et donc voilà, on a créé notre page web avec la balle en bleu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la balle. Et pour déplacer la balle, il faut d'abord définir la variable x et y. Ça va nous servir à mettre la balle en bas du jeu.
Parce que dans un casse-brique, la balle commence toujours en bas au milieu. Mais pour ne pas devoir le coder en dur, et si jamais on a une erreur de voir tout modifier, on va utiliser des variables. La variable x et la variable y. Et ensuite, plutôt que de mettre la création de la balle en dehors de la fonction draw, on va la mettre directement dans la fonction draw. Et on va aussi ajouter dx et dy. Ça c'est la variation de nos variables. La variation de x et la variation de y. C'est en quelque sorte la vitesse de la balle. Et donc finalement, on va mettre ce code ici. X va varier selon dx et y selon dy. Et ici, c'est le code pour créer la balle. On va faire ça et on va voir ce qu'il se passe. Donc voici un petit aperçu du code que nous avons actuellement. Nous avons bien sélectionné le canevas. Nous avons ici les variables x et y pour positionner la balle. Et nous avons la variation de x et de y ici. Nous avons ajouté la création de la balle dans la fonction draw et nous avons fait varier la variable x et y selon les variations dx et dy. On va voir ce qu'il se passe. Donc voilà, nous sommes de retour sur notre page web. On voit bien que la balle se déplace selon les paramètres que nous avons choisis. Mais on a un problème, c'est que la balle fait une traînée bleue. C'est tout à fait normal. En fait, la balle se déplace, mais le canevas dessine toujours. On n'a pas réinitialisé une canevas à chaque fois que la balle se déplace. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va devoir réinitialiser le canevas avant chaque image. Et pour ça, il suffit de mettre la fonction clearRec de toonCanvas. C'est une fonction qui permet de réinitialiser le canevas à chaque fois, c'est-à-dire effacer le canevas à chaque fois que la fonction draw est appelée. Donc, on crée la balle, on la fait varier, on efface le canevas, on crée la balle, elle a déjà varié et on la refait varier. Donc finalement, ce qu'on va voir, c'est plein d'images de balles qui se suivent, qui vont donner finalement une impression de mouvement. Voilà. On va ajouter cette ligne de code-ci et vous allez bien voir que maintenant, il n'y a plus de problème de traînée. C'est parti. Et donc, je vous montre un peu le code comme il est actuellement. On a rajouté cette ligne-ci pour effacer le canevas à chaque fois qu'on crée la balle et qu'on la fait varier. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, nous sommes de retour. Et vous voyez bien que maintenant, la balle se déplace et ne fait plus de traînée. Je vous propose un petit exercice, comment modifier la direction de la balle.
si vous avez bien écouté, vous pouvez facilement réussir cet exercice. N'oubliez pas un petit indice, il faut modifier les variables dx et dy. Je ne vous en dis pas plus. Bon, maintenant qu'on a déplacé la balle, on va un peu nettoyer notre code. On va mettre le code pour dessiner la balle dans une fonction qu'on va appeler drawBall. Comme ça, le code sera un peu moins long dans la fonction draw. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire. On va déplacer le code pour dessiner la balle dans une nouvelle fonction, la fonction drawBall. C'est parti. Donc, nous sommes de retour sur notre code. On va déplacer tout ça dans une nouvelle fonction qu'on va appeler drawBall. Voilà. Donc, on va créer une nouvelle fonction, la fonction drawBall. Voilà. Ça, on va le mettre dans la fonction draw. Voilà. Voilà. On a un peu nettoyé notre code. Ça fait exactement la même chose, mais c'est plus clair. Pour dessiner, c'est séparé de la fonction qui permet de la faire bouger. Voilà. On va maintenant passer à la suite. Donc, nous sommes de retour et cette fois-ci, on va faire rebondir la balle sur les murs. Pour ce faire, il faut détecter des collisions. Mais c'est pas aussi facile. En JavaScript, pour détecter des collisions, on doit d'abord définir une variable appelée ballRadius qui va nous permettre de simplifier les calculs de collision. Parce qu'en fait, on va devoir calculer le rectangle de notre jeu et si la balle dépasse le rectangle, on modifie la direction de la balle. Voilà comment on peut faire. Donc, on va définir la variable ballRadius et au lieu d'utiliser le 10 comme on avait dans CTX-Arc, qui était en fait le ballRadius, on va remplacer le 10 par ballRadius, ce qui va nous permettre, au lieu de le coder en dur, on va mettre une variable pour avoir plus facile après pour le modifier. On devra le modifier qu'une seule fois dans la variable ballRadius, plutôt que chaque fois où on appelle le nombre 10. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais on va faire ça. C'est parti. Donc, j'ai défini une nouvelle variable, le ballRadius qui vaut 10, et on va remplacer le 10 ici par la nouvelle variable ballRadius. Si on n'avait pas modifié ce 10 par ballRadius, on aurait dû modifier à chaque fois qu'on veut modifier le rayon de la balle, on aurait dû le modifier manuellement dans tous les instants
dans toutes les lignes de code qui appellent ce 10. Tandis que là, on met bal radius partout et on le modifie ici une seule fois. C'est beaucoup plus simple. Bon, on va sauvegarder le projet. Zut, CTRL S. Voilà. Ça va nous simplifier la vie. Maintenant, on va faire les calculs. C'est parti. Donc, pour faire les calculs, on va faire un if. Si le y de la balle plus la variation est inférieur à 0, ça veut dire si la balle passe sous l'écran, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse la variation en y. C'est-à-dire, au lieu de descendre, la balle monte. Tout simplement. On va faire ça. Non, c'est le bord supérieur, oui. En fait, j'ai inversé parce que c'est particulier. En JavaScript, le Y commence en haut de l'écran. Donc, tout ce qui est vers le bas, c'est positif. Et tout ce qui est vers le haut, c'est négatif. Ça ne change rien, à part que ici, c'est le bord supérieur. Vu que le négatif, c'est vers le haut, et le positif, c'est vers le bas. Donc ici, c'est si la balle dépasse le bas du canevas, et ici, si ça dépasse le haut du canevas. Tout est inversé. On va écrire la ligne de code pour le haut du canevas, et la ligne de code pour le bas du canevas. Mais on pourrait faire plus simple, on pourrait, au lieu d'avoir deux if, avoir une fonction ou avec les deux barres. C'est si ça dépasse le haut ou si ça dépasse le bas, alors qu'est-ce qu'on fait? On modifie la direction de la balle. Tout simplement. On va écrire ce code-ci et on va voir ce qu'il se passe. Voilà, une petite précision avant de commencer. Il faut écrire le if dans la fonction, pas drawBal, mais dans la fonction draw. Sinon, ça ne marchera pas parce que le if est appelé nulle part. Si tu mets un if, mais tu ne l'appelles pas dans une fonction, JavaScript ne sait pas que le if existe. On sauvegarde tout ça et on va essayer pour voir si ça fonctionne. Mais avant de voir si ça fonctionne, on va d'abord se concentrer sur le rebond à gauche et à droite, avec ces deux lignes, avec cette ligne de code-ci. Au lieu de mettre Y, en fait, on met X, tout simplement. Et au lieu de mettre la hauteur du canevas, on met la largeur du canevas. Sinon, le code est sensiblement le même. On va mettre cette ligne de code-ci et puis on va pouvoir tester tout ça. Donc voici l'état actuel de notre code. On a mis dans la fonction draw les fonctions qui permettent de gérer les collisions en inversant la direction de la balle. Et on va tester tout ça. C'est parti. Donc nous allons tester. Ça fonctionne. Mais on voit que la balle disparaît un peu.
Pourquoi elle disparaît? Parce que on gère les collisions à partir du X et Y de la balle, c'est-à-dire le centre, et pas les bords. Pour pouvoir faire la collision à partir des bords, nous allons voir ce qu'il faut faire. Alors, eh bien, voici l'utilité d'avoir mis une variable balle radius, c'est qu'on peut l'utiliser. Donc, au lieu de mettre le canevas width uniquement, on va soustraire le balle radius. Et ici, au lieu de mettre plus petit ou égal à 0, on va mettre plus petit ou égal au balle radius. Ça va tout simplement faire qu'au lieu de rebondir via le centre, elle va rebondir via les bords. Tout simplement. Donc, on va modifier notre code et on va voir si ça fonctionne. Donc, nous allons modifier notre code. Voilà. Hop. On a modifié notre code et maintenant on va voir si ça fonctionne. Et donc voilà, nous sommes de retour. Ça c'était l'ancienne version. On va rafraîchir la page pour avoir la nouvelle version. Et la nouvelle version, on voit bien que ça rebondit sur les bords. On va pouvoir continuer notre projet. Ici, un petit récapitulatif du code du casse-brique. Et dans le prochain chapitre, on va implémenter le contrôle de la raquette. C'est parti. Bon, c'est la 4e étape du tutoriel pour créer un jeu de casse-brique. J'espère que vous suivez toujours. Bon, pour créer une raquette, ça va être très simple. On va faire comme la balle. La balle, on avait défini la position X et Y. Ici, on va définir la hauteur du paddle, la largeur du paddle et la position du paddle par rapport à X. C'est-à-dire la position sur l'axe horizontal. Ben oui, on est dans un casse-brique. Donc il faut que la raquette se déplace horizontalement. Elle n'a pas besoin de se déplacer verticalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de paddle Y. Logique. Donc, il faut implémenter ces 3 variables et ensuite on va dessiner le paddle avec cette fonction-ci. Donc, le X, ce sera paddle X, le Y, ce sera tout simplement la hauteur du canevas moins le paddle 8. Comme ça, il sera collé au bord de l'écran en bas. Et pour la position de fin, ce sera juste paddle width et paddle height. Donc, c'est-à-dire, on va dessiner un rectangle qui sera collé et qui sera de hauteur, la hauteur du paddle, et de largeur, la largeur du paddle, c'est logique. On va copier ça, on va copier les variables, et c'est parti. Donc, nous sommes de retour dans notre code, on vient de créer les 3 variables associées au paddle, et la fonction drawPaddle.
pour éviter de surcharger la fonction draw. Et ensuite, on va ajouter la fonction drawPaddle. Voilà. Comme ça, on va dessiner la balle et dessiner le paddle. On va voir ce que ça donne. Donc, nous sommes de retour sur notre jeu. On voit bien qu'on a créé la raquette. Et maintenant, on va permettre à l'utilisateur de contrôler la raquette. Parce que c'est pas très interactif. Pour ce faire, on va d'abord créer deux variables qui vont nous servir à savoir si la touche gauche ou si la touche droite est enfoncée ou pas. Bon, maintenant on passe sur la partie technique du projet. On va devoir créer des event listeners, c'est-à-dire des écouteurs d'événements. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui va nous permettre de savoir si la touche est enfoncée ou pas. Tout simplement. Si vous voulez en savoir plus sur les event listeners, je vous propose cette page web, refactoring.guru. Parce que les event listeners, c'est-à-dire les écouteurs d'événements, qui écoutent si un événement se produit ou pas, ça fait partie d'un design pattern. Qu'est-ce que c'est un design pattern? Un design pattern, c'est tout simplement un patron de conception. C'est tout simplement un modèle sur lequel se baser pour créer notre application. Ici, c'est déjà implémenté pour nous. Mais si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je vous propose de jeter un œil sur cette page web. Je mettrai le lien dans la description. Bon, de retour sur notre projet, nous avons donc nos écouteurs qui permettent de savoir si l'événement se passe ou pas. Et ensuite, nous allons gérer l'appui de touche du clavier via la fonction keydown et keyup que nous avons mis ici. En fait, ces événements, c'est le nom de nos event listeners. Et ça, c'est une fonction qui permet de faire quelque chose si l'action se passe. Donc, si l'action se passe, on récupère quelle est la touche pressée et on met nos variables à true si elles sont pressées. Et si elles ne sont pas pressées, on met les variables à false. Donc, quand on presse une touche, l'information est mise sur true, et quand la touche est relâchée, la variable revient à false. On va déjà mettre ça, et après je vous expliquerai un peu plus comment ça va se passer. Donc, on a créé nos deux variables, on a ajouté nos event listeners qui vont écouter si la touche est pressée ou pas, et on a géré le fait que si la touche est pressée, la variable writePressed, c'est-à-dire si c'est pressé, passe à true, et si la touche n'est plus pressée, ça passe à false. Pourquoi on a fait tout ça? Tout simplement
pour pouvoir simplifier notre code. Parce que maintenant, comme on a géré le fait que c'est pressé ou pas, si c'est pressé, la variable est true. Donc, on peut mettre tout ça dans un if. Si la variable est true, on déplace la raquette. Si la variable est false, on arrête de déplacer la raquette. On va voir comment ça se passe. Je vous l'avais dit que c'était simple, regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes de code. Grâce à tout ce qu'on a fait avant. Donc, si rail précède et true, on déplace la raquette. Et si left précède et true, on déplace la raquette dans l'autre sens. Tout simplement. Mais pour pouvoir modifier nos variables en true, il fallait écouter pour voir si on pressait les touches. Et c'est ce qu'on a fait avec les event listeners. Tout simplement. Donc maintenant, on doit ajouter ce if. On doit l'ajouter dans la fonction draw et on va voir ce que ça donne. Donc, en résumé, on a mis notre code ici pour voir si la touche est pressée ou pas. Mais comment on fait pour savoir si la touche est pressée ou pas? Eh bien, tout simplement en écoutant si la touche est pressée ou pas avec les event listeners. Si la touche est pressée, on passe tout à true. Si la touche n'est pas pressée, on repasse à false. Tout simplement. Bon, on va voir si ça fonctionne. Et donc ici, si c'est true, l'action se fait. Si c'est false, l'action ne se fait pas. Et comme vous pouvez le constater, ça fonctionne. Sauf que la barre, après, elle part et elle ne revient jamais. Donc, il faut la bloquer dans les limites du canevas. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour la bloquer dans les limites du canevas, on va modifier notre code en vérifiant si elle ne dépasse pas le canevas. Ici. Bref. Voilà. On va copier le code et on va le mettre dans notre projet. C'est parti. Donc, on va modifier notre code ici avec CTRL-V. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici, ce qu'on a, c'est la même chose. Sauf qu'ici, on vérifie si ça ne dépasse pas le canevas. Et ici aussi. Avec le paddle x plus petit que 0, paddle x égale 0. Ça, c'est pour la direction gauche. Et ça, pour la direction droite. Tout simplement. Voilà, on va tester pour voir si ça fonctionne. Et on voit bien que ça fonctionne. Le paddle est bien limité à la zone de jeu. Voilà, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Dans un prochain tutoriel, nous continuerons notre casse-brique en intégrant une fin de partie. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et nous, on se dit à la prochaine!